La problématique reste pendante, elle reste également posée pour les observateurs tant nationaux qu'internationaux. Les fils du pays sont toujours en train de se questionner sur cette problématique existentielle et en même temps essentielle. Devons-nous, oui ou non, passer à la 4e République? Est-ce une nécessité pour autant? On va en parler dans cette émission avec un professionnel du droit qui va opiner à ce sujet. Nous aborderons également la question de l'instauration du tribunal pénal économique avec un parquet rattaché. Est-ce la fin déjà des détournements des fonds de deniers publics? Est-ce que l'espoir est permis pour que justement le vol d'argent, de l'argent public de l'État puisse s'éteindre totalement? Là, c'est une question. Modeste Bahati Lukwebo, visé par une pétition, 83 signatures déjà récoltées, la pétition est déposée. Une commission spéciale va être mise en place aujourd'hui pour examiner cette pétition. Cet homme mérite-t-il de partir pour ce qu'il a dit? Oui ou non? Merci d'être avec nous dans Entre les lignes. Nous sommes le mercredi 18 mars 2026. En face de moi, Maître Georges Mbaou, qui est avocat et également analyse des questions d'actualité. Bienvenue, Maître Mbaou. Merci, cher Dan. Merci surtout de cet honneur toujours renouvelé à ma personne pour pouvoir opiner sur des questions de l'heure qui concernent notre République. Et je suis toujours disponible pour répondre à toutes ces questions-là. Voilà la motivation qui m'amène par des verbes. Merci beaucoup de répondre toujours à notre invitation. L'opinion commence à vous remarquer déjà et vous transmet les félicitations déjà d'emblée pour ce que vous faites. Vous commencez à vous démarquer. Merci à tous ceux qui nous encouragent dans ce que nous sommes en train de faire. Et ces encouragements nous vont tout droit au cœur et nous allons continuer toujours sur cette lancée-là à faire mieux pour satisfaire le plus grand nombre de téléspectateurs, mais surtout de nos compatriotes. Les compatriotes congolais qui nous suivent à travers le monde, première thématique, l'instauration du tribunal pénal économique ainsi que de son parquet y rattaché. Vous êtes professionnel de droit. Est-ce un espoir pour justement la fin de tout ce qu'il y a comme gabegie financière, détournement de fonds, fin de tout ce qu'on a connu, tout ce qu'on a vécu? Voilà une très bonne question. Il faut tout de même dire ou affirmer que cela va dans ce qu'on a appelé les innovations que ce régime néanmoins apporte dans ces domaines-là. Désormais, dans l'architecture judiciaire, on va parler maintenant d'un tribunal, d'un nouveau tribunal qui venait d'être créé au regard de l'ordonnance qui avait été lue la semaine passée par le chef de l'État. Il a signé, donc désormais on va l'instaurer et on attend son effectivité. Est-ce que la question essentielle que vous venez de soulever, c'est celle de savoir est-ce que par cette instauration de ce tribunal pénal, on va totalement endiguer le phénomène de corruption ou détournement des fonds ou des deniers publics? Je ne dirais pas non, je ne dirais pas oui. Mais seulement, je pars d'un constat. Un constat qui va dans le sens de l'organisation de la société, d'un État, qui voudrait que lorsque il y a des recettes ou bien des ressources qui soient bien canalisées pour des besoins que l'État lui-même s'est fixés. Alors, par l'avènement de ce tribunal, c'est-à-dire qu'on va au moins endiguer. On va endiguer. C'est quoi l'assurance? Quelle est l'assurance qui démontre que vraiment il y aura totalement fin de la corruption, du détournement? Vous savez, quelle est l'assurance? Vous savez, cher Dan, c'est peut-être mal rêvé de penser qu'on va terminer totalement. Même dans le monde entier, la corruption, elle existe. Elle existe.
Les détournements, ça existe à travers le monde. Maintenant, ici, le taux de corruption, c'est le taux, l'étendue de cela qui diffère des autres États, des autres nations. Et en ce qui nous concerne, c'est une belle innovation qui va dans le sens, n'est-ce pas, à protéger les recettes de la République. C'est-à-dire qu'au moins désormais, le citoyen congolais qui a des responsabilités, chacun ce qui les concerne, doit commencer à se comporter en se disant que si j'adopte tel ou tel autre comportement, voici le sort qui pourrait m'attendre. Parce que ça, c'est un tribunal spécifique. Spécifique et un parquet qui est rattaché qui va s'occuper spécialement de cette matière-là, donc de la corruption, de tout ce qu'il y a comme détournement, donc, tout ce qui va, n'est-ce pas, à l'encontre du développement, de la florescence de notre économie. Oui. Donc, c'est une bonne innovation qu'il faut saluer au moins dans ces régimes, dans cette gouvernance. Le président de la République et le Premier ministre ne seront pas concernés par ce tribunal parce qu'eux ont leur juge naturel qui est la Cour constitutionnelle en cas de problème. Est-ce que ce n'est pas une faiblesse? Non, ce n'est pas ça. Parce que le chef du gouvernement, ne sera pas jugé par le tribunal pénal économique. Mais, lui, il ira à la Cour constitutionnelle. Mais ce n'est pas pour autant. Au moins, ça signifie que dans cet état-là, tout le monde est soumis à l'autorité de la loi. Qu'il soit président, il a son juge naturel. Qu'il soit premier ministre, il a son juge naturel. Personne ne va échapper à la justice. Mais tout de même, la parcelle du pouvoir. Personne ne va. Ça voudrait dire que les matières, si jamais le président ou le premier ministre arrivait à commettre des faits qui sont répréhensibles, si pour certains, c'est le tribunal là qui sera créé ou qui est déjà créé, en attendant son effectivité, qui connaîtra de ces matières, mais pour cette autre catégorie, ces matières sont renvoyées devant leur juge. C'est le juge qui va connaître ces matières. C'est-à-dire que personne ne va se disculper de la justice. Non, pas du tout. Vous vous rendez compte du pouvoir de madame, je veux dire, de la fonction de Premier ministre, chef du gouvernement? Oui, mais ça ne voudrait pas dire il pilote l'action publique de l'État. C'est ça, c'est justement ça l'État. Il est dispensé du tribunal pénal économique. Non, vous savez, il n'y a pas que Madame le Premier ministre, même les députés, Ils iront à la Cour de cassation. C'est pour vous dire que dans tout, au moins ce qui est fondamental, ce que le peuple doit reconnaître, c'est que tout le monde est soumis à la loi. Là, c'est pour les mini-frétins. Ce n'est pas par rapport aux mini-frétins. Donc, il a été fait un constat qui a, vous l'avez bien dit dans votre mot introductif, que la corruption au Congo, c'était devenu comme un mode de vie. C'est-à-dire que ça atteint un autre niveau. Vous avez même dit que vous avez qualifié d'endémie. C'est une endémie. Alors, comme c'est une endémie, il faut il faut lui trouver, comment dirais-je, un hôpital qui va s'occuper, qui doit soigner cette maladie-là. Et désormais, ce tribunal, enfin, cet hôpital, ça s'appelle le tribunal. C'est ce tribunal-là qui va s'occuper de cette maladie-là. Parce qu'on a compris que les mélanger peut-être avec d'autres matières, c'est comme qui dirait, je ne dirais pas embêter le tribunal de TGI ou bien les autres. Non, mais seulement c'est pour renforcer l'action de la justice. La justice qui est réputée malade. Une justice mais parce qu'elle est réputée malade, voilà comment est-ce qu'on est en train de trouver des solutions. C'est une des solutions à cette maladie dont on parle que la justice serait malade. Donc c'est une des solutions qui est trouvée par rapport à cette maladie qu'on trouve dans les chefs de la justice. Je l'ai dit que c'est une innovation, il faut saluer cela. Et aussi, c'est pour rapprocher, n'est-ce pas, la justice des justiciables. Mais aussi, une autre dimension, c'est lorsqu'on a fait le constat de tout ce qui échappe au trésor public, alors il faut canaliser toutes les recettes de la République et les redistribuer de manière cohérente,
tel que c'est défini dans le budget du gouvernement. Alors, certains opposants craignent que ça devienne un instrument de répression politique. Non, mais les opposants, et c'est là que justement que j'ai toujours dit que les opposants doivent être avant tout d'abord des républicains, c'est-à-dire des Congolais. Il ne faudrait pas seulement critiquer pour le plaisir de critiquer, ou bien parce qu'on a manqué des arguments pendant X temps. Dans l'opinion, il faut entrer. Selon eux, les institutions sont en train de se comporter d'une certaine manière en monarque. Et cela risque également. Il a été fait constat, excusez cher Dan, il a été fait le constat dans l'opinion congolaise que la justice est malade. Tout à fait. Alors, parce que la justice est malade, doit-on cette justice rester dans l'état de maladie? Non. C'est comme ça qu'on a pensé que parmi les maladies, il y a cette fraude. Alors, mais les juges eux-mêmes sont corrompus. Les juges, c'est parmi les corps les plus corrompus de Congo. Je l'ai dit tout à l'heure. Comment eux qui font partie du problème... Je l'ai dit que tout le monde, dans un État qui se fait démocratique, tout le monde est soumis à l'autorité de la loi. Oui. Même le président de la République, vous avez dit, et le Premier ministre, ils ont leurs juges. C'est-à-dire que tout le monde, même le juge, je vais vous informer peut-être, il y a 2 ou 3 mois en arrière, les juges ont été condamnés dans le Haut-Katanga. Ce sont des juges non, qui disent et qui condamnent, ils ont été aussi condamnés. C'est pour justement justifier ce que je venais de dire, que dans un État qui se veut démocratique, tout le monde est soumis à l'autorité de la loi. Et donc, ce tribunal qui venait d'être créé, si un juge est reconnu coupable de ces faits-là, eh bien, il va être condamné. Maître Mbao. Donc, les lois sont faites pour des individus. En fait, ce sont des garde-fous pour qu'est-ce que vous suggérez à l'État congolais pour que ce tribunal soit vraiment un tribunal qui soit une solution au problème de gestion de finances publiques? Chedan, vous savez, pour revenir un peu en arrière par rapport à votre question de peur qui existerait dans les chefs des opposants, lorsqu'ils ont appris qu'on a instauré... alors, qu'est-ce qu'ils cachent derrière ça? Qu'est-ce qu'ils cachent, ces opposants-là? Ils disent que ceux qui sont au pouvoir se comportent en monarque quelque part. Non, ce n'est pas ça. Et donc, mais lorsqu'on est au pouvoir, on doit exercer le pouvoir. On doit exercer le pouvoir. Dans le respect de la loi. Dans le respect de la loi, bien entendu. Oui. Alors que ce tribunal n'est même pas encore rendu effectif, on a peur. C'est-à-dire que... Mais quand même, il y a des cas... Pourquoi doit-on opiner sur un procès d'intention? Ce n'est pas un procès d'intention, mais certains pensent que, déjà, au regard de ce qui se fait, il faut attendre voir le comportement. Il faut attendre voir le comportement. Chadari qui est arrêté, ça fait plus de 3 mois aujourd'hui. Minakou aussi, qui ne sont pas présentés devant leur juge naturel. Or, la loi dit que quand une personne est arrêtée, doit être présentée devant son juge 48 heures après. Non. Ça, c'est une... Les informations que nous avons, vous aussi, je crois que vous avez ces informations-là, qui sont... Les services de sécurité sont en train d'investiguer, de mener toutes les enquêtes possibles. Mais la Constitution est la loi suprême, Maître Mbao. Non, mais vous pensez qu'ils sont en dehors de la loi? C'est la loi mère. Je ne veux pas me substituer à ces services-là qui font ce travail. Je considère que le service est à pied d'œuvre, il est en train de faire le travail, et au moment venu, il va... Mais vous êtes juriste, vous êtes avocat. Je suis bien entendu juriste. Vous êtes avocat. Il y a certains de nos compatriotes, les généraux qui ont été dans ces cas-là, et aujourd'hui, ils sont devant le juge. La loi a été respectée. Donc, la loi a été respectée, personne n'a... L'article 17 et 18... Personne ne s'en est plus par rapport à ça. L'article 17 et 18 de la Constitution ont été respectés. Non, mais vous savez quoi? Je vous dis que la loi, la Constitution consacre la liberté. Ok? Oui. Toute personne qui se retrouverait dans des conditions de détention, c'est-à-dire qu'il est dans l'exception. Cette exception, elle est aussi consacrée par la même loi. Ça voudrait dire... 3 mois sans être présenté devant son juge. Non. C'est quelle exception? Non, mais il s'agit des investigations. C'est normal. Mais c'est au parquet de mener des investigations. Ce n'est pas au service. Papa, c'est quoi le rôle du parquet? Je vous dis que c'est normal que le service qui est en train d'investiguer, il faut considérer que ce sont des OPJ qui sont en train d'investiguer. Et c'est normal. Il n'y a pas violation de loi. Il faut attendre jusqu'à ce que ces investigations terminent. Peut-être qu'ils instruisent à charge, à décharge.
L'UDPS qui s'est longtemps battu dans l'opposition, 37 ans durant, Ouais. pour l'instauration d'un état de droit. C'est là que nous sommes. Nous sommes de plein pied dans l'instauration effective d'un état de droit. Il ne faudrait pas qu'on soit dans un état de droit figé, mais il faut que le Congolais sente ça dans sa vie et qu'il vive effectivement qu'il est dans un état de droit qui fonctionne. L'état de droit, c'est celui qui veut que tout le monde soit soumis à l'autorité de la loi, que tout le monde respecte la loi, que tout le monde marche selon le prescrit de la loi. Parlons un peu de cas d'enlèvement à Kinshasa. C'est devenu monnaie courante qu'il y a un groupe de criminels qui opèrent. On arrête une personne. Oui. On arrête une personne et on demande une rançon en retour pour libérer la victime. Mais le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, au cours du Conseil des ministres, il va dire au chef de l'État qu'il s'agit des rumeurs et qu'il n'y a personne qui a été enlevé, aucune famille n'a été victime de ces actes-là. Est-ce que c'est sérieux? Avant d'aborder cette question, j'ai vu dans les réseaux sociaux, oui. Peut-être vous aussi vous avez vu, une jeune fille, je crois qu'elle doit avoir 18 ans, qui a alerté sa famille qu'elle avait été enlevée. Et après, il dit, je fais ça, c'est pour que ma famille me donne, parce que j'avais besoin d'argent. Prenons seulement l'unique cas là. Si c'est ça ce qui avait été rapporté au VPM de l'Intérieur, vous, à sa place, que diriez-vous? Il s'agit là vraiment d'un enlèvement? Il n'y a pas de personnes enlevées à Kinshasa? Je ne dis pas qu'il n'y a pas de personnes enlevées. Mais simplement, je dis, s'il y en a une ou deux qui sont enlevées, ou plusieurs personnes qui sont enlevées, il faut dénoncer. Et que l'État, parce que l'État, dans ses missions régaliennes, c'est quoi? C'est de protéger cette population-là, sécuriser cette population-là. Donc l'État a l'obligation, n'est-ce pas, de protéger la population et de donner la paix à cette population. Eh bien, il est important que le ministre s'investisse dès lors qu'il y a clameur publique ou dès lors qu'il y a certains de nos compatriotes qui se plaignent par rapport à ces cas-là et qu'entre-temps aussi, les services de sécurité, je voudrais citer, que les services de sécurité s'invitent, y compris le parquet, pour que l'on mette la main sur ces personnes qui tentent, n'est-ce pas, de troubler l'ordre public et qui dérangent l'attitude de nos compatriotes. Ce qui dérange l'opinion quelque part, c'est que est-ce que le ministère de l'Intérieur n'a pas parlé d'une enquête menée quelque part à Kinshasa pour dire que ce sont des rumeurs? On ne sait pas sur base de quelles informations le ministre va dire que ce sont des rumeurs. Pendant qu'à Kin, il y a des personnes qui meurent pour l'insécurité urbaine, il y a un monsieur qui a été abattu par des bandits armés. On a dit que c'est un homme d'affaires, un bijoutier. Un bijoutier, tout à fait, abattu. Et les criminels opéraient à visage découvert jusqu'au jour d'aujourd'hui. Cher Dan, je ne voudrais pas vous donner l'impression de quelqu'un qui ne vit pas dans cette ville. Oui, mais ce que dit le ministre, est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui vit à Kinshasa, qui connaît les problèmes des Congolais, des Kinois? Mais aussi, je ne suis pas le porte-parole du ministre. Mais vous n'êtes pas le porte-parole. Mais qu'est-ce que je voudrais dire par là? Oui. Partant de la petite démonstration que je vous ai faite ici de la petite fille. Oui. Si c'est cela qui a été rapporté seulement au ministre, si c'est vous le ministre, que diriez-vous? Je vais mener mes enquêtes. Mais parce que je vais encore vous dire, le ministre de l'Intérieur, c'est la personne qui est beaucoup plus informé. C'est lui qui a tous ces services de sécurité autour de lui. Kinshasa n'est pas sous une insécurité chronique. Est-ce que je peux terminer? Je comprends. Je ne suis pas en train de vous donner l'impression de quelqu'un qui ne vit pas sur Kinshasa. Oui. En même temps, je vous dis que je suis aussi victime. C'est-à-dire, les membres de ma famille sont aussi victimes, quelque part, de ce qui se passe, des actes
qui sont posés par des bandits, des criminels urbains. Excusez. Donc, il y a certainement le fait existe, mais j'ai dit tout de même que le ministre, je suppose, parce que j'ai dit tout à l'heure que je n'étais pas ici son porte-parole. Oui, tout à fait. Même un membre de son cabinet non plus. Mais je suppose qu'il est entouré de tous ces services-là. Ce qu'il dit est rationnel. Lorsqu'il dit, le ministre, il est notre ministre, n'est-ce pas? De l'Intérieur, oui. N'est-ce pas? Il est notre ministre de l'Intérieur. Oui. Mais il a dit ça à quelle instance? Au Conseil des ministres. C'est ça la grande instance qui gère la République. Alors, qui suis-je moi pour contredire? Vous n'êtes pas choqué? Ça peut me choquer, mais moi je dis que c'est lui qui est entouré de beaucoup d'informations. Il a raison. C'est-à-dire qu'au regard des informations qu'il détient, c'est comme ça qu'il est arrivé à cette conclusion-là. Il a raison de parler de rumeurs. J'ai dit qu'au regard des informations qui lui ont été, n'est-ce pas, données, c'est comme ça qu'il est arrivé à cette conclusion-là. D'accord. Mais nous, en tant que Quinois, Congolais, nous sentons qu'il y a des compatriotes qui sont victimes. Mais Maître Mbao, vous êtes analyste politique, vous êtes de la famille politique du chef de l'État également. Kinshasa Ezobonga, ça c'est le slogan du gouverneur Bumba. Oui. Est-ce que c'est une vérité? Kinshasa Ezobonga. C'est un projet? C'est une vision? Non, mais est-ce que Kinshasa Ezobonga? C'est ce que j'ai dit. Mais bon, vous voyez, à partir du moment, par exemple... C'est un processus. À partir du moment où, par exemple, ici à Kinshasa, beaucoup de nos compatriotes ne paient pas l'impôt. Non, là, c'est la conséquence. S'il vous plaît. Là, c'est la conséquence. Je voudrais qu'on suive mon argument. Oui. Mais lui, dans sa vision de Kobongisa Kinshasa, il s'est dit, il y a un impôt quelque part qui n'a jamais été collecté. Moi, je commence par collecter cet impôt-là pour Nabongisa Nango Kinshasa. Mais il y a aussi certains de nos compatriotes qui s'érigent en obstacle. Est-ce qu'on encourage cette initiative? Moi, je pense qu'il est de notre responsabilité en tant que Congolais, peuple, autant que nous exigeons beaucoup. Parce que nous, peuple, nous n'avons pas que des droits. Mais est-ce que Kinshasa... Parce qu'en fait, on a l'impression... C'est ce que j'ai dit. Je vais en venir. Parce qu'on a l'impression que nous n'avons que des droits. À côté des droits, il y a toujours des obligations. Bien sûr. Chacun a des obligations, qu'il doit rendre à la République. Autant le gouverneur aussi, il n'a pas que des obligations. Bien il sûr. a aussi des lois. Oui. Mais Kinshasa Ezobonga, je vous ai dit que c'est une vision, un principe, enfin pas un principe, une vision, un projet qu'il a de Kinshasa, qu'il veut voir Kinshasa de demain devenir. Alors, il ne doit pas le faire seul. Oui. Il doit le faire avec l'accompagnement de tout le monde. De tous les Congolais. De tous les Congolais. Parce que nous voulons tous que le Kinshasa et Bonga. Accompagnons-les. Mais est-ce que c'est... Comment dire? Accompagnons-les. Le processus de construction, de modernisation de Kinshasa, est-ce que ce processus-là a déjà commencé ou bien n'a pas encore commencé? Non, mais je pense que il y a des choses qui sont en train d'être faites. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été fait des conséquents? Les embouteillages, les problèmes d'électricité, les problèmes d'eau, les problèmes de route, la santé, mais le problème, la sécurité. Mais si vous parlez par exemple des routes, chez Dan, à Kinshasa par exemple, il y a des routes qui depuis leur création n'ont jamais été revêtues d'une belle robe. Aujourd'hui, elles sont revêtues de cette belle robe-là. C'est parce qu'il y a une volonté, quelque part, qui est engagée. À côté de cette volonté, nous en appelons de tout le vœu, tous les Congolais à accompagner. Il y a des choses qui n'ont pas existé il y a 10 ans, mais aujourd'hui, parce qu'il y a une volonté... L'insalubrité, l'insalubrité, c'est trop sale. L'insalubrité, c'est trop sale. L'insalubrité, c'est ce que j'ai dit. Nous n'avons pas que de droits, nous avons aussi des obligations. Tenez par exemple, lorsque nous sortons dehors ici, quelqu'un, il prend son papier mouchoir, il s'essuie, après il le jette. Est-ce qu'on a conscience qu'on est en train de polluer notre environnement? C'est vrai. On doit demander aussi beaucoup à nos gouvernants. Lorsqu'ils voient... C'est là que j'ai dit, il faut qu'on renforce la punition, la sanction. Il faut qu'on réprime.
C'est vrai que je ne voudrais pas qu'on recoure à des méthodes de torture qui sont proscrites par des lois de la République et des instruments internationaux auxquels nous avons souscrit. Mais je pense que le problème aussi des Congolais, de nous Congolais, il est aussi un problème mental. Le Congolais a un problème mental. Nous, Congolais, nous avons un problème aussi mental. Lesquels? Nous voulons une chose et son contraire. Nous voulons que les routes soient asphaltées. Mais nous sommes les premiers à jeter des immondices sur les routes. Quelle durée de vie donnons-nous à ces routes-là que nous venons de construire? Si, lorsqu'il va pleuvoir, vous voyez des mamans qui prennent toutes les ordures ménagères, les déverser dans des caniveaux. Kinshasa est sale, Kinshasa est malpropre, Kinshasa n'a pas de courant. La responsabilité, elle est partagée. Du peuple congolais. La responsabilité, elle est partagée. Elle n'est pas qu'une responsabilité de nos gouvernants, elle est aussi la responsabilité de nous gouverner. Qu'est-ce que nous faisons? La plupart des Congolais ne paient pas l'impôt, je vous ai dit. Mais vous exigez de l'État congolais. On vient de payer les vignettes, contrôle technique à $500. Qu'est-ce qu'on a fait cet argent? C'est une bonne chose. On vient de payer à combien de temps? Nous allons nous approcher auprès de notre assemblée provinciale pour poser la question. Parce que de notre aussi droit de poser la question à nos élus pour mais voilà, nous avons quand même payé nos impôts et nous avons payé nos vignettes, nos taxes, ainsi de suite, mais redevabilité oblige. Qu'est-ce que vous avez fait en retour? Merci beaucoup, maître Georges Mbaou. Parlons maintenant de la question du Sénat. La session a été ouverte. Oui. Commençons avec le vieux Bahati Lukwebo Modeste, professeur. L'homme a déclaré publiquement que le Congo n'a pas un problème de texte, le Congo a un problème d'homme. Après avoir été acculé, l'homme demande pardon. Ah, ok. Vous avez compris qu'il est un problème lui-même, parce qu'en tant qu'homme, il est un problème. Donc il avait raison de dire que le Congo, c'est un problème d'homme. J'ai dit qu'il est un problème. Il a raison de dire ça ou pas? Je ne sais pas dire qu'il avait raison ou pas, mais je dis que constatons seulement que d'abord, l'homme dont il a parlé, c'est qui? C'est encore lui, parce qu'il est homme. Alors, est-ce que il était en train d'exercer sa liberté d'expression, son droit qui est légitime? Qui suis-je pour moi? Est-ce qu'il mérite ce pardon-là? Bon, j'ai dit qu'il a exprimé son vœu. Le pardon, moi je peux l'accepter, comme vous pouvez ne pas l'accepter. Vous êtes libre. Mais lui, il était aussi en droit, où il avait la latitude, la liberté de demander pardon. Son pardon s'explique. Est-ce que c'est normal qu'il demande pardon? Je ne sais pas donner un contenu à son pardon. Je constate seulement qu'il a dit que le Congo n'avait pas un problème de texte, mais plutôt un problème d'homme. Et je constate en même temps qu'il a demandé pardon. Voilà. Maître Mbaou, quand vous analysez les faits, vous vous dites qu'il a demandé pardon pour avoir fait quoi? C'est justement ce que j'ai dit, que je ne sais pas donner le contenu à son pardon. Je constatais simplement qu'il a demandé pardon. Mais si je vais répondre en tant que chrétien, ça signifie qu'il a quelque part offensé quelques individus. Et alors, parce qu'il a demandé pardon, et on prend acte de son pardon. On prend acte de son pardon, on va avancer. La commission spéciale va être mise en place aujourd'hui pour examiner la pétition déposée hier. Quel est votre avis par rapport à ça? Est-ce que le Sénat devrait-il s'arrêter mi-chemin? Non. On doit aller jusqu'au bout. Non. Je pense que nous avons... C'est ça le mode de vie que nous avons voulu, nous, Congolais, État congolais, démocratie qui a été instaurée, les lois existent de la République, le Sénat comme institution, et ses membres qui sont des sénateurs, et ils font ce qui rentre dans leurs prérogatives, justement, lorsque ils constatent que tel ou tel autre membre n'arrive peut-être pas à exercer, à remplir
pleinement ses obligations, ils peuvent le démettre au profit de celui qu'ils estimeraient être compétent ou capable de rendre loyalement et fidèlement les tâches qui lui seront confiées. Et on ne peut pas restreindre ces droits-là ou ces prérogatives-là à des petites considérations qui ne valent pas. Parce que lorsque j'ai entendu dans la déclaration de ceux qui ont signé cette pétition, donc les pétitionnaires, ils n'évoquent pas le fait que Bahati, le sénateur Bahati, le professeur Bahati, ait fait des déclarations du genre qu'il ne s'agit pas au Congo d'un problème de texte, mais un problème d'homme. Non, on lui reproche d'autres choses que vous et moi, parce que nous ne sommes pas sénateurs, on ne connaît pas. On parle d'une incompétence, mais à eux de démontrer. Voilà pourquoi, au regard de leur règlement intérieur, une session spéciale a été convoquée justement pour statuer sur cette pétition. Attendons voir ce que le sort qui sera réservé à cela. Attendons voir le sort qui sera réservé à cela. Pasteur Roland Dallot, devant le président Félix Tshisekedi. Roland Dallot dit ceci: un mandat, 2, mais pas 3. Le président applaudit. Est-ce que Roland Dallot a raison? Il a raison par rapport à sa spiritualité. Non, il a parlé de la Constitution, entre guillemets, parce que la Constitution dit un mandat renouvelable une seule fois. Non, mais il a dit que c'est Dieu qui lui disait ça. Non, il n'a pas parlé de Dieu. Il a parlé de... Mais d'abord, au-delà de tout ça, il faut considérer que le pasteur Roland Dallot, c'est un Congolais. Donc, il a le même droit que moi de réfléchir. Il peut réfléchir en disant qu'écoutez, pour moi, je considère que le président peut exercer un seul mandat, renouvelable une fois, donc 2 mandats, pas 3 mandats. De même que moi, je peux dire qu'au regard de tout ce qui est arrivé, le président a été empêché à jouer, à exercer pleinement son mandat, alors qu'il y a lieu aussi de prendre en ligne de compte toutes ces péripéties qui ont fait à ce que le président ne puisse pas jouer pleinement son mandat et qu'il faille trouver, n'est-ce pas, des possibilités, n'est-ce pas, de revoir la loi de faute en comble pour que finalement que le président puisse avoir la possibilité de continuer. Professeur Mbata, donc c'est aussi ma liberté de réfléchir ainsi. Professeur Mbata disait, si on change la Constitution, c'est similaire à la personne qui viole sa propre maman. Non, j'ai dit que le professeur Mbata, c'est un penseur. À l'époque, il le disait. Il l'a dit à l'époque. Il était opposant. Il l'a dit à l'époque, mais aujourd'hui, je crois que la société a évolué et nous aussi, nous pouvons aussi évoluer. Pendant qu'il a parlé de ces choses, il n'y avait pas la guerre ici. Nous imposait injustement par Nanga avec ses pères qui sont Kagame et le Rwanda. Et à cette époque, il n'y avait pas Covid. À cette époque, il n'y avait pas tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais si on prend en ligne de compte tous ces événements, tous ces fléaux que nous avons pu endurer, nous pouvons penser que non, on a écouté. Et puis dans tous les cas, la Constitution, c'est un instrument que les hommes et les femmes ont fabriqué. Comment est-ce que ça peut être difficile pour une histoire que moi-même j'ai fabriquée, je sois incapable de la défaire et de refaire autrement? Mais l'intérêt, c'est quoi aujourd'hui? Parce que l'intérêt, c'est que si c'est dans l'intérêt que moi je puisse bien vivre et que je vois que c'est ça ce qui m'empêche, est-ce que je n'ai pas la liberté ou la latitude, n'est-ce pas, de refaire les choses? C'est là que j'ai dit en ce qui concerne la Constitution, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Oui. Mon point de vue, je l'ai toujours soutenu. Oui. J'ai dit qu'il est impensable d'appliquer une Constitution qui importe de la culture occidentale et venir l'imposer ici, parce qu'elle est aux antipodes avec nos us et coutumes. Ça ne rencontre même pas, ça ne rencontre. Quels sont les articles? Ça ne rencontre ni la culture, ni les habitudes, ni, comment dirais-je, nos coutumes. Et du coup, sur le point
Sur le point de son applicabilité, ça pose problème. Quels sont les articles qui posent problème, par exemple? Non, je ne dirais pas les articles. Toute la Constitution. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faille mettre sur pied une Constitution qui soit conforme à notre culture, à nos coutumes. Il n'y a rien de bon dans cette Constitution, Maître. Il y a certainement des bons. Oui. Mais lorsqu'à partir du moment, si une Constitution compte par exemple 250 articles et vous voulez réviser ça 50, qu'est-ce que vous faites? Il faut toucher au 220? Mais 220 n'est pas lui-même verrouillé. Il faut toucher aux matières. Mais toutes ces matières... Des 220. Il y a quelques matières qui sont verrouillées, mais ce n'est pas l'article qui est verrouillé. Ça signifie qu'on peut encore... On peut déverrouiller. Cet article-là, il fait bien les choses. Didier Boudimou dit nous allons changer cette constitution. C'est un Congolais qui pense qu'il peut changer. Comme moi aussi, j'avais pensé avec vous. Avec vous, je vous ai dit que je suis de ceux qui pensent qu'il faut changer. Il faut carrément changer. J'ai dit que je suis de ceux qui soutiennent. Je suis de ceux qui soutiennent. Je suis de ces courants-là. Pour le changement de la Constitution. L'opposition dit que les raisons pour lesquelles l'opposition, notamment l'opposition, il est dans son rôle. L'opposition, il est dans son rôle. Mais je sais que notre vieux Martin Fayoul, à cette époque, il n'avait même pas voté cette constitution au référendum parce qu'il avait obtempéré le mot d'ordre qui nous avait été donné par le Sphinx. Il dit que c'est pour justement changer... parce que il avait été révélé que c'était une constitution étrangère. Étrangère comment? Étrangère comment? Non pas parce qu'elle a été rédigée par les étrangers, simplement parce qu'elle a importé la culture étrangère. C'est quelle culture? Et cette culture étrangère a été rédigée, a été copiée par les Congolais. C'est quelle culture, maître? Quelle est la culture étrangère qui est dans cette constitution? Mais, écoutez par exemple, dans cette constitution, je vous avais fait une petite démonstration. On vous dit que, je crois que ça doit être l'article 91, là, on vous dit que le chef du gouvernement, c'est lui en concertation avec le président, et tout le programme, il pilote tout ça. Mais dans la praxis, qu'est-ce qu'on constate? Le peuple ne voit pas le Premier ministre ou la Première ministre qui doit répondre par rapport à ses besoins, mais on voit le président. Lorsqu'il s'agit par exemple des Andes là-bas, le peuple ne voit pas le Premier ministre, on parle de Tshisekedi. Alors toutes ces choses-là, il faut les adapter parce que pour nous, ce que nous voulons, c'est quoi? C'est qu'on voit le président qui doit s'occuper de ça. Parce que ce que nous voulons, il faut faire une loi qui traduit fidèlement ce que nous voulons que ce soit. Notre vouloir vivre ensemble doit être traduit dans ce sens-là. On ne va pas créer une dissension. Mais comment problème de cohésion. Problème de cohésion, c'est que vous avez pensé prendre. C'est parce que de l'autre côté, ça ne crée pas cohésion, collusion, ou tout ça. Et lorsque ça vient ici, on ne sait pas appliquer. Faisons les choses qui sont faisables chez nous. C'est comme par exemple, ici chez nous, nous mangeons au Congo, c'est le foufou, c'est le chikwanga, ainsi de suite. Mais vous voulez nous imposer à ne manger que le pain. Et c'est notre culture. C'est un peu l'histoire de cette constitution. C'est plus ou moins ça. C'est plus ou moins ça. Il faut adapter. Nous devons faire la loi qui soit conforme à notre culture. Il y a dans le monde ici, il y a certains États où il n'y a même pas de constitution, mais il n'y a pas de problème. Est-ce que certains disent que c'est pour, certains opposants justement, disent que c'est pour permettre au chef de l'État d'avoir un troisième mandat? C'est ça la raison principale. J'ai dit simplement que les opposants sont dans leur rôle, n'est-ce pas? De crier à cela, à tort ou à raison. Mais en ce qui nous concerne, nous voulons une loi qui sera objective, impersonnelle, qui ne serait pas une loi subjective, qui va être calquée sur des considérations personnelles ou individuelles. Non. C'est une loi qui ne sera même pas taillée sur mesure. Non, une loi qui doit demeurer pour longtemps. Je ne dirais pas pour l'éternité, parce que la société évolue
il y aura toujours un besoin qui va susciter, par exemple, qu'on puisse toucher ça, cela. Mais au moins, dans un premier temps, qu'on trouve une loi qui soit quand même conforme, qui répond aux aspirations du peuple congolais. Aux aspirations du peuple congolais. Maître Mba, on va finir. On a fait presque 50 minutes déjà. On va finir avec une dernière question. L'opinion qui vous suit en ce moment, quel est le message que vous pouvez lui adresser sur cette question de la Constitution? La population congolaise qui vous suit maintenant. Un mot concernant ce débat lié au changement de la Constitution. Bon, en ce qui concerne le débat brûlant sur la Constitution. La Constitution, il faut le dire, c'est notre loi fondamentale. Et à ce que nous suivons, cette loi, elle est perfectible. Parce qu'elle a été faite par des individus, des hommes, des femmes comme nous. Et la nature humaine, elle est faite de beaucoup d'erreurs, mais l'erreur, c'est lorsqu'on on perdu dans cette erreur que ça devient pas très bien. Donc, nous sommes de ceux qui pensent que cette loi peut être, n'est-ce pas, changée, adaptée à nos réalités, à nos coutumes, et pour permettre à ce que la gestion de la cité soit efficiente. Donc, qu'on traduise ce qu'on pense être notre vie de Congolais dans cette loi-là. Donc, je suis pas d'avis. Ou pour ceux qui considèrent que c'est une bonne loi et qu'elle ne peut pas être changée. Encore que les scientifiques ont démontré que une loi comme celle-ci qui a pratiquement dépassé le seuil de 15 ans, donc on est à 20 ans, c'est quand même vieux et qu'elle mérite, n'est-ce pas, une purge. Une purge, une autopsie pour voir comment, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché entre-temps, et puis faire une bonne loi. Donc, je soutiens Mordicus que nous devons totalement mettre sur pied une nouvelle constitution qui soit conforme à nos réalités. C'était Maître Georges Mba, analyste politique et professionnel du droit. Il est avocat, il est aussi acteur politique. Maître, merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Dan, et merci à vos collaborateurs et à nos différents téléspectateurs. Voilà, ça en est fini pour cette émission. Portez-vous bien, à très très vite sur Bravo Télévision.